Wunderbar. Annie, bienvenue sur le canal de traduction de cette conférence sur les accélérateurs de particules cosmiques. Vos traducteurs pour ce talk sont Iota et Informanza. Et nous apprécierons votre retour sur Twitter, hashtag C3T, ou au compte Twitter C3Lingo. Annie, dein Applaus, deine Bühne, wir hören uns. Annie, c'est ta scène, c'est tes applaudissements. On t'écoute. Wunderbar, dann erstmal danke. Génial, merci. Merci pour cette présentation géniale. Et si jamais j'ai pas de questions à la fin, je t'en poserai à toi. Ça va être un rêve. Bienvenue à ma présentation donc, sur les accélérateurs de particules cosmiques et leurs traces en Antarctique. Donc la première raison que je fais cette présentation, c'est que c'est normalement celle de mon collègue, mais il s'est rendu compte il y a 2 semaines qu'il était à Shanghai. Et la deuxième raison, c'est parce que cette année, en fait, il y a eu une énorme percée en physique des particules, en astrophysique des particules et en astrophysique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler tous. On a mesuré en fait la fusion de 2 étoiles à neutrons pour la première fois cette année. Et en fait, on a aussi pu trouver et identifier une source de neutrinos à l'aide de l'expérience IceCube. Et étant donné que pour nous c'est un truc énorme, bah, je voulais vous expliquer un peu ce que c'était cette découverte, comment est-ce qu'on y est arrivé, et avant tout, pourquoi c'est aussi génial pour nous. Pourquoi tout le monde est aussi fier de ça. Donc la première raison pourquoi tout le monde est aussi fier, c'est parce que l'histoire a commencé il y a un peu plus de 100 ans avec Victor Hess qui a découvert le rayonnement de haute énergie. Donc au début du XXe siècle, vous pouvez peut-être savoir qu'on venait de découvrir la radioactivité, donc c'était quelque chose d'assez important. Et en cherchant un peu à comprendre cette radioactivité, les chercheurs se sont demandé et ont essayé de comprendre comment la Terre était aussi radioactive. Donc c'est surtout du radon donc qui est émis par la désintégration de l'uranium par exemple et du thorium. Et donc Victor Hess s'est dit qu'il allait regarder comment la radioactivité diminuait quand on montait en altitude. Et donc on mesure pas la radioactivité directement, mais on mesure à quel point elle ionise l'air. Et donc ça, c'est directement proportionnel à la radioactivité. Donc Victor Hess a fait cette expérience. Donc il a fait des vols en montgolfière. Vous voyez souvent des références en bas avec des lettres et des chiffres. Donc ce qui est B, ce sont les images, et les R, ce sont toutes les références bibliographiques. À la fin, je vous montrerai cette liste, et ça sera aussi sur le site internet. Donc vous pourrez aller lire si vous voulez vous informer un peu plus après coup. Et vous pouvez voir aussi quelles sont mes sources du coup. Donc on retourne à Victor Hess. Victor Hess a fait donc des vols en montgolfière et s'est rendu compte que la radioactivité, comme on s'y attend, elle diminue quand on monte en altitude, mais pourtant elle réaugmente quand on monte un peu plus. Donc il s'est rendu compte que quand on monte encore un peu plus, vers 10 000 mètres, il y a à peu près 40 fois plus d'ionisation que sur Terre. Donc il n'était pas totalement bête et il s'est dit ce rayonnement ne doit pas venir de la Terre, mais il doit venir de l'extérieur en fait, de l'espace. Et donc ça c'est la découverte des rayons cosmiques qu'on appelait aussi les rayons élevés à l'époque. Donc on sait qu'il y a des particules qui traversent notre atmosphère, qui arrivent sur Terre, qui ionisent les particules, et donc on se demande d'où est-ce qu'elles viennent ces particules. Donc en ce moment on en sait un peu plus. Donc il y a toujours des expériences de montgolfière, mais il y a aussi
Mais il y a aussi une expérience donc dans l'espace sur la Station spatiale internationale qui s'appelait AMS. Et donc pour des énergies plus faibles, il faut, il faut, il faut déjà aller dans l'espace parce que bah, déjà c'est plus pratique, on est déjà en haut, on n'a pas besoin de lancer des ballons sans arrêt. Donc c'est assez pratique. Donc ces détecteurs de particules, ils voient par exemple AMS par exemple, ils voient, ils ont donc ils ont les mêmes détecteurs que par exemple dans les LHC. Et donc il peut mesurer la vitesse de la particule une deuxième fois même. Et, à l'intérieur, donc il y a un aimant avec un détecteur dedans qui mesure les traces en fait de la particule. Et donc certains savent peut-être que dans un champ magnétique, les particules chargées sont déviées. Et donc la déviation en fait permet de mesurer la charge de la particule. Et donc dans AMS, il y a aussi à l'intérieur un caloromètre électromagnétique où du coup les particules sont arrêtées et ce qui permet de mesurer leur énergie. Et donc maintenant je veux poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas des satellites? On ne peut pas mettre des satellites partout pour tout mesurer. Et donc il y a des particules qui ont tellement d'énergie qu'ils ne peuvent pas être mesurées par ce détecteur. Le détecteur en fait est beaucoup trop petit. Et l'autre raison pour les hautes énergies, on ne peut pas travailler avec des satellites, parce que les flux de particules en fait deviennent très petits. Donc on parle là d'une particule par kilomètre cube par an. Donc c'est un peu chiant. Ces satellites sont beaucoup trop petits pour ça, on n'arrivera jamais. Donc ça c'est impraticable en termes de statistiques. Donc pour les énergies un peu plus élevées, on utilise d'autres expériences qui ont lieu sur Terre. Donc avant que ces particules arrivent sur Terre, elles vont interagir avec les particules d'air de notre atmosphère. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver une fontaine cosmique. Et donc en fait, il y a de l'énergie qui va être échangée entre la particule et l'air, et ça va générer plein de particules, des électrons, des mesons, de la lumière. Donc ici vous voyez une belle vue d'artiste. Donc vous avez tout un réseau en fait de particules qui va être créé, et ces particules secondaires qu'on peut mesurer sur Terre. Donc pour faire ça, en fait, ça c'est un exemple de l'observatoire Pierre-Auger. Donc c'est simplement le plus gros observatoire actuellement. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des grosses citernes d'eau. Et donc, dans ces citernes, ils ont mis des choses. Donc, ce qu'ils ont montré dans ces citernes, c'est le rayonnement de Cherenkov, donc des particules, de ces particules secondaires. Donc, oui, j'expliquerai plus tard ce que c'est. C'est simplement le nom de la personne qui l'a mis en évidence. Et donc il y a aussi des expériences avec des télescopes, donc basés sur Terre. Et donc ces télescopes mesurent en fait le déplacement de ces particules dans l'atmosphère. Et donc en fait ces particules, quand elles traversent l'atmosphère, elles font émettre à l'air de la lumière, et ça c'est facile à mesurer avec des télescopes au sol. Et donc avec Pierre-Auger, ils ont pu commencer à mesurer des signaux d'électrons. Et donc il y a maintenant pas seulement l'observatoire Pierre-Auger, mais aussi une grille de télescopes. Et en fait cet observatoire va encore être augmenté. Donc ils sont toujours un tout petit peu plus petits que Pierre-Auger, mais je sais pas trop pourquoi ils ont pas fait un peu plus grand. Donc on a plein de nouvelles méthodes pour mettre en évidence les rayonnements cosmiques. Et donc on peut commencer à dire des choses en fait sur les rayonnements cosmiques. On a déjà mesuré pas mal de choses. Et donc ce que je voudrais montrer, ce sont les résultats qu'on connaît en majorité. Donc sur le côté gauche, vous voyez le flux de particules.
Donc, je l'ai montré simplement pour pourquoi on peut pas faire ça avec des satellites. Donc, sur l'axe horizontal, on voit l'énergie. Les électronvolts, c'est une unité un peu bizarre pour les gens, mais pour les physiciens des particules, c'est totalement normal. Donc, en fait, on peut voir ça comme l'énergie qu'un électron gagne quand on le fait passer à travers un champ électrique sur une distance qui lui permet d'avoir un volt. Donc, vous voyez la flèche qui permet de montrer les énergies qu'on peut atteindre au LHC. Et donc, verticalement, on voit le nombre de particules qui arrivent par mètre carré et par seconde. Et donc, dans le domaine bleu, on voit qu'il y en a encore beaucoup. Ça, c'est une particule par mètre carré par seconde. Donc, avec mon télescope ou mon satellite d'un mètre carré, on en mesure encore plein. À la fin du domaine rouge, on a plus donc une particule par mètre carré par an. Et tout à droite, on a une particule par kilomètre cube et par an. Donc là, j'ai besoin de détecteurs comme l'observateur Pierre-Auger, qui fait à peu près 3000 km cubes. 3000 km carrés en surface, pardon. Donc, en plus du nombre de particules en fonction de l'énergie, on a aussi les régions d'où viennent les particules. Donc ça, c'est ce que vous voyez à droite. Donc mesuré par Auger. Et si vous vous demandez pourquoi en haut c'est noir, mais ça c'est juste parce que en fait Auger est en Argentine et donc on peut simplement pas mesurer ce qui est de l'autre côté de la Terre. Et donc on voit aussi le cercle qui est en fait le plan de notre galaxie, et la petite étoile que vous voyez en fait c'est le centre de notre galaxie. Et donc on voit que là en bas à droite c'est bizarre, mais il y a plus de particules, donc c'est ce qui est dans les couleurs un peu froides. Et donc maintenant qu'on a la direction, on peut se poser la question, mais quelles sont les sources de ces particules ? Qu'est-ce qu'on sait de ces sources? On sait qu'il y a des sources avec peu d'énergie, donc c'est le bloc à gauche, c'est la ligne bleue, c'est tout ce qui est solaire. Donc c'est le soleil, on a vérifié, on a corrélé ça avec l'activité du soleil. Au milieu, le rouge, ce sont les particules de notre galaxie. Pourquoi on le sait? En fait, on ne sait pas vraiment, mais on sait que les rayonnements cosmiques, ce sont des particules, c'est 90% de protons, 9% d'atomes d'hélium, et ensuite on a d'autres atomes plus lourds. Mais tout est chargé. Et ces particules chargées sont déviées par des champs magnétiques, comme par exemple celui de notre galaxie. J'adore les images de l'astrophysique. Donc, le chemin que fait ces particules, le rayon de la courbe correspond à l'énergie. Et Et en fait, le magnétisme de la galaxie fait qu'ils sont attirés et qu'ils vont rester dans la galaxie. Et donc, ceux qui vont... L'énergie de... Il n'y a que ceux qui ont peu d'énergie qui vont pouvoir en sortir, sauf qu'ils vont interagir avec autre chose avant de sortir de la galaxie, donc on ne va pas les voir. Et l'énergie au milieu, ça devrait venir de notre galaxie. Quand il y a beaucoup d'énergie, ils peuvent en sortir. C'est ce qu'on voit, les courbes qu'on voit à gauche. C'est-à-dire tout ce qui a beaucoup d'énergie, ça vient de quelque part de loin. Pour le reste de la présentation, je vais parler de beaucoup de rayons qui ont beaucoup d'énergie et pas de ce qui vient de notre galaxie pour le reste de la présentation. Sinon, il y a beaucoup d'objets. Il y a des objets très forts, il y a des trous noirs. Et en dehors de notre galaxie, on a toujours le problème que les rayonnements cosmiques vont quand même être déviés par des champs magnétiques. Même la plus grosse énergie, ça ne va pas venir
on ne peut pas vraiment directement retourner à la source. C'est pour ça que ça fait qu'après, 100 ans après ces premiers vols, on ne sait toujours pas d'où viennent ces particules ou ces rayonnements. On cherche et on essaye d'utiliser d'autres particules. Ça n'envoie pas que l'univers n'envoie pas que du proton et des molécules. Il cherche autre chose aussi. Donc on va pouvoir essayer de prendre l'approche standard. On va regarder ce qui est particulièrement lumineux, par exemple les photons. Ce qui est bien avec la lumière, mais il y a beaucoup d'informations qui sont cachées dans la lumière. Donc, ce qu'on voit lorsqu'on regarde avec nos yeux sur la Voie lactée, ce qu'on ne fait pas, mais bon, c'est déjà très impressionnant. Mais les rayonnements électromagnétiques ont encore plus dans des longueurs d'onde qu'on n'a pas. Et lorsqu'on cherche dans toutes ces longueurs d'onde, ça nous donne une image qui est beaucoup plus diverse de cet objet. Et on a beaucoup plus d'informations. Et on peut en extraire beaucoup plus d'informations. Et chaque domaine de longueur d'onde explique sur d'autres propriétés de la Voie lactée. Par exemple, dans le domaine radio, on voit des lignes d'émission de l'hydrogène atomique. On voit où sont les nuages de poussière très chauds. C'est pareil, on voit aussi on voit aussi de l'hydrogène moléculaire, donc là où les atomes d'hydrogène ont pu former des molécules, donc par deux, et c'est là qu'on voit les nuages froids. Donc on voit aussi la poussière qui est excitée par le rayonnement des étoiles, et donc qui se désexcite en émettant du rayonnement qu'on peut observer. Et donc, dans les énergies les plus hautes, on a ce qui nous intéresse. On cherche des sources, des particules de haute énergie. Et donc, ça veut dire que ce sont des particules chargées qui ont été accélérées sur des grandes énergies. Et donc, dans ces accélérations, en fait, pendant qu'elles se déplacent, elles rayonnent. Elles rayonnent quand elles sont déviées, elles rayonnent quand elles interagissent avec d'autres particules. Et ce qu'on voit tout en bas, dans les rayons X et les rayons gamma, donc les rayons X, donc ça c'est une traduction, c'est les rayons Röntgen en allemand. Et donc ce qui nous montre ici, c'est ce que sont les sources de rayons gamma. Enfin, ça pourrait. Donc là, par contre, il y a d'autres problèmes. C'est que aux plus hautes énergies, la lumière ne va pas très loin. Il y a quelque chose qui s'appelle le rayonnement, le fond diffus cosmologique, qui remplit tout notre univers. Donc ça, c'est un reliquat de notre univers primordial. Et donc, ça vient d'un phénomène où l'univers était opaque et d'un coup, il est devenu transparent. Et donc, il y a plein de particules qui ont été émises à ce moment-là. Et donc, en fait, assez d'énergie. Donc les particules risquent d'interagir avec ce qui vient de ce fond diffus cosmologique. Et donc c'est ce que vous voyez donc sur le graphique à droite. En bas, sur l'axe horizontal, vous voyez l'énergie des particules. Et sur l'axe vertical, vous voyez à quelle distance ces photons arrivent. Et donc j'espère que vous pouvez bien le voir. Donc quelque part vers 10 puissance 14, 10 puissance 15 électronvolts. Vous voyez que les particules arrivent à peu près jusqu'au centre galactique, donc c'est quelques kiloparsecs en distance. Donc c'est pas suffisamment loin. Donc on a un peu montré que ces photons ne viennent pas de très loin, ils n'arrivent même pas à venir de plus loin que notre galaxie. Et donc la deuxième raison pour laquelle la lumière ne suffit pas comme messager d'information, en fait la lumière de haute énergie veut dire aussi des particules de haute énergie. Et donc c'est pas forcément des protons et des particules d'hélium. Ça peut être aussi des électrons. En fait, il y a pas de source unique
on n'est pas sûr qu'il y ait une source unique de rayons cosmiques. Et donc, enfin, il y a un point pratique. C'est quand je veux mesurer la lumière, il faut que ce soit sombre. Et donc, si je suis sur Terre ou sur les satellites, mes télescopes doivent être équipés pour ça. Et donc, ça pose des problèmes de mesurabilité. Et donc, on se demande pourquoi on ne chercherait pas d'autres porteurs d'informations qui pourraient être des témoins des sources des rayons cosmiques. Et donc, on arrive au troisième messager qui sont les neutrinos. Donc je veux juste faire une petite parenthèse sur ce que sont les neutrinos. Donc à l'inverse des protons, tout le monde l'a peut-être pas en tête. Donc on va aller un peu dans le modèle standard de la physique des particules. Donc toute la matière est fabriquée à partir de leptons et de quarks. Donc surtout avec des leptons et des quarks de la première famille. Donc vous avez les quarks up et down qui fabriquent des protons et des neutrons qui forment des atomes, et autour de ces atomes il y a des électrons. Donc up et down, ça c'est ce qu'on appelle les quarks. Et donc avec les électrons, il y a aussi un autre lepton qui est le neutrino électronique. Et donc il n'y a pas que cette première famille, donc de laquelle est formée la plupart de la matière qui nous entoure, mais il y a encore deux autres versions de cette famille, donc qui sont semblables pour ce qui est de la charge, mais qui sont plus lourdes en masse. Et donc chacune de ces familles de particules a son neutrino. Donc les neutrinos, ils fabriquent pas notre matière usuelle, mais par contre quand on a des désintégrations bêta, on voit que les neutrinos en fait transportent une partie de l'énergie et de la masse. Les neutrinos ont pas beaucoup de masse. On a montré il y a 3-4 ans, donc il y a eu un prix Nobel parce que il y a des gens qui ont démontré que les neutrinos avaient une masse, mais elle est ridiculement faible. Et ils interagissent que via l'interaction faible. C'est pour ça qu'on les appelle parfois particules fantômes. Et donc on peut essayer de s'imaginer combien de neutrinos passent à travers notre corps par seconde. Donc par centimètre cube, donc vous pouvez voir sur votre peau, donc par centimètre cube et par seconde, il y a à peu près 56 milliards de neutrinos qui passent. Et donc ça veut dire aussi qu'ils interagissent vraiment pas avec nous, ou vraiment très peu. Et donc maintenant j'ai montré ce que c'était les neutrinos, et donc maintenant je vais faire le lien avec les rayons cosmiques. Donc maintenant, quand on regarde dans les sources astrophysiques et leur environnement, on a donc des rayons cosmiques qui interagissent avec d'autres particules comme des protons ou de la lumière. Et avec cette action, il y a toujours des désintégrations, ou presque toujours, des neutrinos. Et donc les neutrinos portent à peu près 5% de l'énergie de base. Et donc ça veut dire que si on a des particules de très haute énergie, les neutrinos portent une quantité considérable d'énergie, donc à peu près un centième de cette énergie, ou un vingtième. Donc en fait on a les sources de neutrinos, en fait ça témoigne du fait qu'il y a déjà des rayonnements cosmiques, parce que sinon on n'aurait pas pu les voir. Et donc les neutrinos, c'est vraiment un peu le jackpot pour les rayonnements cosmiques. Et on peut les observer de loin parce que ils interagissent pas beaucoup. Et donc ils prouvent vraiment que les rayonnements cosmiques, qu'il y a eu des rayonnements cosmiques. Mais c'est un peu compliqué donc de les détecter, vu qu'ils interagissent très peu. Donc, je voudrais vous présenter le détecteur IceCube, qui est en principe le détecteur de neutrinos pour les plus hautes énergies, qui a la plus haute sensibilité pour les particules d'énergie un peu plus faibles. Il y avait un talk, je crois, sur Hyper Kamiokande. Et donc je voudrais vous juste mentionner une autre expérience qui s'appelle 3net, qui va être dans la Méditerranée, dans le lac Baïkal, pour mesurer des particules d'encore plus hautes énergies. Donc IceCube, c'est 1 km3 de détecteur. Donc dans le
dans la glace antarctique. Et donc c'est un projet qui est monstrueusement grand. Et donc il y a plein de pays autour du monde qui ont collaboré. Et en fait, ça montre aussi les collaborations au-delà des frontières. Et donc ce que fait Ice Cube, c'est qu'il détecte le rayonnement de Cherenkov des neutrinos. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on détecte jamais les neutrinos directement, mais par contre on détecte les leptons qui viennent de l'interaction d'un neutrino. Vous voyez en bas à droite, donc je vais vous expliquer un peu ce graphique. Donc on a un neutrino électronique qui vient en haut à gauche, qui interagit avec un proton ou un neutron en bas dans la glace. Ils échangent une particule qu'on appelle un boson W, pour ceux qui s'y connaissent en physique des particules. Et donc le neutrino électronique est transformé en électron. Donc, et cet électron et son rayonnement de Cherenkov, en fait, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, qu'est-ce que c'est le rayonnement de Cherenkov? Le rayonnement de Cherenkov, en principe, c'est une espèce de banque supersonique, mais pour la lumière. Donc, quand il y a une particule qui se déplace dans un milieu plus vite que la lumière, donc dans ce milieu, alors il y a un rayonnement Cherenkov. Et non, la particule ne se déplace toujours pas plus vite que la lumière dans le vide, mais seulement comme la lumière dans le matériau. Et donc c'est toujours plus bas que la vitesse de la lumière dans le vide. Et donc on connaît la lumière Cherenkov aussi par les réacteurs nucléaires qu'on voit à droite. C'est le même effet, c'est cette lumière bleue qu'on voit dans les réacteurs nucléaires. Et donc ce qu'on voit en bas, c'est on veut voir un neutrino électronique. Donc le neutrino va rentrer dans le détecteur, il va faire des réactions là-dedans, et donc il va y avoir un électron qui va sortir, et cet électron en fait c'est ce qu'on veut mesurer. Et donc pour faire ça en fait on a un détecteur qui est énorme, 1 km cube, et plein de caméras en fait pour mesurer cette lumière bleue. Et pour être plus précis, 5160. Et donc ce sont des espèces de câbles, et tous les 16 mètres, il y a une espèce de module caméra pour la lumière bleue. Et donc ces câbles sont séparés de 125 mètres les uns entre les autres, et ils commencent à une distance d'1,5 km et vont 1 km plus loin, plus bas. Et en fait, il n'y a pas que ces 86 câbles qui sont séparés de 125 mètres, mais il y a aussi une partie qui est un peu plus dense là-dedans, et il y a au-dessus iStop qui est en principe un détecteur comme Pierre Auger. Donc ce sont des citernes de glace qui permettent de mesurer le rayonnement cosmique. Donc Ice Cube, l'idée c'est de faire aussi une mise à jour, un peu comme Auger, et il voudrait multiplier par 10 la résolution, et dans Deep Core, donc le cœur dense de cette expérience aussi. Et donc on voudrait voir ce rayonnement Cherenkov, et donc tous les 17 mètres, on verra à niveau d'un câble, donc ces modules optiques. Et donc c'est impressionnant comme ça a été fabriqué. Donc il faut s'imaginer, il faut percer dans la glace à 2,5 km. Et donc à travers la neige, il faut percer normalement. Mais ensuite, à travers la glace, on utilise de l'eau chaude. Et donc quand on met de l'eau chaude sur la glace fond. Et donc en principe, vous avez une espèce de colonne d'eau. Et donc dans cette eau, ils ont simplement laissé descendre leur détecteur, et ils ont attendu que ça gèle à nouveau. Et donc ça a super bien fonctionné. Et donc à la fin ça a été construit à la fin des années 2010. Et donc par contre ces détecteurs, on peut plus y accéder maintenant une fois qu'ils sont gelés. Mais à l'heure actuelle, il y a encore 80% de ces détecteurs qui fonctionnent. 98%, pardon. Et donc là, on voit que c'est aussi, on est au pôle sud, en plein milieu de l'Antarctique, et on essaie de faire un détecteur aussi gros. Si on était dans la glace, on verrait quelque chose comme ça. Et donc, avant qu'on s'occupe des neutrinos,
Donc, comment est-ce qu'un de ces modules est fabriqué? Donc, en principe, ces modules numériques sont juste des caméras pour la lumière bleue. Et la pièce au cœur, c'est ce blob blanc que vous voyez sur l'image de gauche. Donc ça, c'est un tube photomultiplicateur. Donc les électrotechniciens connaissent peut-être ça. Donc il y a de la lumière qui rentre et ça c'est transformé en signal. Et je vous montrer encore deux choses intéressantes là-dedans. Donc d'un côté, il y a ce mu-métal, cette grille mu-métal. Donc ça, c'est pour se protéger du champ magnétique terrestre. Et ce que je trouve impressionnant à chaque fois, c'est cette flasherboard que vous voyez à gauche. Et en fait, chacun de ces modules a, à côté de la carte mère, qui envoie des données à peu près toutes les secondes, il a encore une source de lumière avec laquelle il peut faire des flashs pour calibrer en fait le module d'à côté. Donc ces modules numériques optiques mesurent la radiation Cherenkov et on va regarder à quoi ça ressemble quand un neutrino électronique rentre dans le détecteur. Donc, on a cet échange et l'électron fait les radiations Cherenkov et on va voir dans la vidéo à gauche comment à quoi ressemble ce signal dans la glace et à droite comment le détecteur le voit. Donc, à gauche, il y a quelque chose qui commence, c'est lorsque l'électron a été créé. Et ce qui est spécifique à l'électron, c'est que quand il est créé, ils vont interagir tout de suite avec d'autres électrons et du coup, il va y avoir beaucoup d'électrons qui vont se créer. Et donc, ça va être une réaction en chaîne. Et donc, ça fait une grosse boule. Donc à droite, dommage, c'est déjà parti, c'est ce qu'on voit dans le détecteur. Pour la prochaine image, on va le voir. On voit toujours des blobs dans les modules optiques. Et le plus gros est le blob, plus il y a d'énergie. Et la couleur représente le temps. Donc ça représente quand la lumière a été mesurée. Donc ça ressemble à ça quand il y a un électron-neutrino. Donc maintenant, quand on a un muon-neutrino, donc un neutrino-muon, ça crée un muon et pas un électron. Et ça n'interagit pas autant. Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, on voit qu'ils vont tout droit dans le détecteur. Et ça laisse une piste relativement droite. Et on voit ça dans les différents modules. On voit ça à droite. Cette trace. Donc l'avantage et les inconvénients. Les muons, c'est très bien parce qu'ils ont un superbe angle, une mesure d'angle. On peut voir exactement, on peut savoir à 0,2 degrés d'où il vient. Mais ils sortent du détecteur ou viennent de dehors et donnent aussi de l'énergie en dehors du détecteur. Donc c'est un petit peu plus difficile de savoir combien d'énergie ils avaient en arrivant. Alors c'est autrement que l'espèce de boules qui sont au milieu du détecteur, on sait exactement combien d'énergie il y avait dedans. C'est un peu difficile. Donc c'est relativement joli. Sauf que le plus gros problème dans IceCube, l'arrière-plan. IceCube mesure 10 neutrinos astrophysiques par an. En un an, ils ont 100 000 neutrinos atmosphériques et 10 milliards de muons atmosphériques. Donc c'est beaucoup de bruit de fond. Et donc quand on voit 10 millisecondes d'IceCube, ça ressemble à ça, c'est un feu d'artifice. Et si vous réussissez à récupérer des données de ça, il faut quand même le vouloir. Donc on voit le vert, le trait vert, ce sont des muons atmosphériques. Il y a divers systèmes de veto pour gérer ça. On peut prendre juste ceux qui sont venus de la Terre avant de toucher
le détecteur. Donc comme ça, on peut enlever les muons atmosphériques, ou alors on définit la couche la plus extérieure comme veto. Tout ce qui arrive dans ces messages, tout ce qui arrive là-dedans, on ne va pas le prendre en compte. Du coup, ça va être des muons atmosphériques, ou alors à partir de 100 téraélectronvolts, 3 téraélectronvolts, ce ne sont quasiment plus d'électroneutrinos, donc on n'a plus de bruit de fond. Et IceCube a identifié certains depuis 2012, il en a récupéré quelques-uns. Les premiers 28 ont été présentés en 2013, donc on en fait voir où c'était, et jusqu'à aujourd'hui, on en a à peu près mesuré 100, et on peut voir combien on avait de neutrinos par intervalle énergétique. Donc, maintenant, on voulait encore voir les sources de ces neutrinos. Donc, c'est quoi les sources? Donc, comment est-ce qu'on fait pour commencer ça? On regarde, donc on mesure un neutrino énergétique, et je regarde dans la direction d'un objet connu, et on essaie de voir s'il y a quelque chose par là, mais on n'a rien trouvé jusqu'à présent. On a ce fleuve de nouvelles informations à propos de neutrinos, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Donc on voulait avoir une réponse, en fait on a une nouvelle énigme. Et donc ça nous a ramené à ce qui a été publié cette année. Pour la première fois, il y a un neutrino qui a été mesuré, et on pouvait aussi donner la source de ce neutrino. Ça a été un quasar, un blazar. Voilà. Dans notre monde, ça ressemble à ça. Ce sont les... Und natürlich habe ich den Nature Astronomy Artikel aus meiner Arbeitsgruppe reingepackt und nicht irgendeine andere Quelle. Et bien sûr, j'ai l'article de nature de mon groupe de travail et pas d'une autre. Et la quintessence, c'est on a mesuré un neutrino avec beaucoup d'énergie, donc 92 téraélectronvolts, on pense. Et ce neutrino a été associé avec un blazar. Ça venait de la direction où il y a un blazar qui, au même moment, était particulièrement actif. C'est quoi un blazar? En principe, un blazar, c'est le noyau actif d'une galaxie et d'une galaxie lointaine. Donc c'est un trou noir supermassif et qui fait des jets de particules. Et en fait, ce jet est orienté à peu près vers la Terre. Et donc, je voudrais dire 2 mots sur les noyaux actifs de galaxies, donc les AGN pour Active Galactic Nuclei. Et donc, on sait à peu près comment ça fonctionne. Et les blazars, en fait, c'est juste un noyau actif de galaxie avec un jet qui est dans notre direction. Donc un blazar, ça a un rayonnement assez caractéristique, on le voit assez facilement dans leur spectre électromagnétique. Et tous les quelques années, ils entrent en activité pendant quelques mois ou quelques années. Et donc ce qui est rayonné ce qui rayonne dans ce blazar, c'est un peu plus complexe. Donc ce que je voudrais vous montrer maintenant, ces magnifiques vidéos sont aussi du DESI, donc de mon institut. Et donc ça a été généré dans le cadre de cette découverte. Donc à quoi ressemble ce noyau actif de galaxie et qu'est-ce qui rayonne en fait? Donc au début on a le trou noir au milieu avec un disque d'accrétion autour. Et ce disque d'accrétion émet des rayons ultraviolets. Et ce rayonnement qui sort de là, en fait, il chauffe les nuages qui sont au-dessus de ce disque d'accrétion. Et donc ces nuages sont excités, se désexcitent en émettant des raies d'émission.
ce sont ce qu'on appelle des raies larges. Ces raies sont larges simplement parce que les nuages se déplacent et par effet Doppler, les raies sont élargies. Et donc au-dessus, il y a aussi un tore qui couvre un peu tout ça. Et donc ces noyaux actifs de galaxies, en fait, ils ont aussi un jet relativiste qui est alimenté par l'accrétion de particules et ces particules se déplacent avec des vitesses relativistes. Donc dans ce jet, avec la turbulence, on peut accélérer des particules, et donc des électrons et des protons. Et ces particules émettent à nouveau dans le spectre électromagnétique. Et donc c'est ce qu'on voit. Donc on revient à notre découverte. En haut à gauche, vous voyez l'événement neutrino qui a été mesuré. Et c'est vraiment remarquable comment ça s'est passé. Donc IceCube a un système d'alerte. Et donc IceCube a mesuré un muon, donc c'est une bonne trace de l'énergie. Et en fait, du coup, IceCube a pu lancer l'alerte et dire à toutes les expériences, lancer les observations dans telle direction, on a vu un neutrino. Et en fait, pour la première fois, on a pu observer dans la même direction des rayonnements gamma. Et en fait, d'un blazar qu'on connaît depuis un bout de temps, et qui était en fait en éruption depuis quelques mois. Et ce qu'ils ont fait en plus, donc IceCube a commencé à récupérer des données depuis 2012. Donc ça va encore un peu plus loin parce que avant que le détecteur était fini, ils ont déjà opéré quelques parties du détecteur. C'est pour ça qu'il y a quelques données en plus avant. Et donc avec ça, ils ont trouvé que dans la période 2014-2015, il y a eu d'autres émissions de neutrinos depuis cette même source. Donc il y a eu à peu près 10 ou 15 neutrinos. Et donc je voudrais dire quelque chose par rapport à ça tout de suite. En fait, dans cette période, il y avait ce blazar n'était pas plus actif que d'habitude en gamma, donc il était plutôt calme, mais il a émis beaucoup plus de neutrinos. Et en fait, cet événement de 2017 que vous voyez en haut, il était facile à expliquer avec les modèles qu'on a, et il peut être simulé assez facilement. Et donc ce jet historique qu'on a vu en 2014-2015, c'était un défi un peu plus gros. Donc avec les modèles qu'on a, on a besoin d'un ajustement assez fin de paramètres pour comprendre pour expliquer ça. Et j'ai vu des modèles qui expliquent qu'une étoile a volé dans le jet, et ça a augmenté cette production de neutrinos. Donc il faut des modèles un peu exotiques. Et on a beaucoup de difficultés à expliquer ça. Mais ce qui reste néanmoins, c'est que pour la première fois, on était en mesure d'identifier la source de ces rayonnements et de ces neutrinos. Et je voudrais lire deux de ces unes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire ce qui est marqué à gauche, qu'on a trouvé enfin l'origine du rayonnement cosmique. On a trouvé une source qui, a priori, a émis un neutrino. Ça veut pas dire qu'on a trouvé la source de tous les neutrinos, et ça veut pas dire que tous les neutrinos viennent de blazar. Donc ça veut dire aussi que ce que IceCube a mesuré, c'était assez limité. Et donc on peut aussi apprendre en conséquence que dans cette source, il y avait sûrement aussi des protons. Ça veut aussi dire ça veut pas dire que tous les rayonnements cosmiques de haute énergie venaient de cette source.
mais seulement qui peuvent venir de sources qui ressemblent à ça. Ça veut pas dire ça, mais c'est un début. Et donc ça montre par contre qu'on peut faire de l'astronomie avec ces énormes détecteurs de neutrinos. Et celui qui est un peu plus bas sur la droite, c'est un peu plus exact. Donc c'est vraiment une percée. Et donc ça a commencé avec des observatoires comme CTA, des mises à jour de IceCube, etc. Et on va pouvoir améliorer nos modèles. Et donc on va espérer répondre à la question d'où est-ce que les rayonnements cosmiques viennent. Et avec ça, je vous dis merci. Anni, eine Punktlandung. Allez, parfait, exactement. Wow, je suis surpris. Des très belles images esthétiques, des jolies couleurs. Und die Fait Schnittfolge très bien. Et avec, tout a été très très bien. Ce que c'est Punkarate. Nous avons, Was hast du gelernt, Henning? j'ai même appris des choses. T'as appris quoi? Que si tu avais dit un télescope fluorescent, j'aurais pensé. Non, j'ai rien appris. Nous avons des microphones qui sont ouverts. Mettez-vous là. Allez-y, les gens se lèvent et ils vont. Derrière, on a quelque chose. Ah, c'est l'ange de signalisation. On a une question d'Internet. Oh mon Dieu. Hi. Hi. Zwei, drei Folien vorher hast du Donc il y a 2-3 slides. Tu avais un graphique sur l'image. C'était quoi le manque de données entre 2015 et 2016? Ah, en fait, c'est juste une analyse de ce gap. Et pour être honnête, faudrait que je relise cet article. In dem Paper, ich nehme, aber also das ist Et ein Gap, der in der Analyse je pense que c'est juste un gap dans l'analyse. On a fait 2 analyses, donc cette analyse gaussienne et cette analyse en forme de boîte. Et donc cette analyse, aber genau, en fait, elle a peut-être des propriétés qui est comme ça. C'est pas un gap de mesure, je pense, mais plus quelque chose dans l'interprétation. Moi, je peux pas répondre, désolé. J'en sais encore moins. Dankeschön. Das Internet applaudiert. L'Internet s'applaudit. Gehen wir doch mal rüber auf Mikrofon 2, bitte. On va aller sur micro 2. Hallo. Bonjour. Vielen Dank für den Vortrag. Der war wirklich Merci pour la présentation, c'était très très bien. Ma question, Neutrinos etwas lang. les neutrinos volent un petit peu moins vite qu'à la vitesse de la lumière. Donc, quand on les détecte, est-ce qu'on a une chance d'être informé par la lumière avant? also die sind so leicht, die Alors, ils sont tellement légers que c'est presque la vitesse de la lumière. Donc, c'est un décalage qui est minimal. ja, wir müssten das Donc, zur gleichen Zeit detektieren. il faudrait qu'on le mesure exactement au même moment, en fait. Donc, Hinteren Bereich des Nous Raumes allons auf derrière. Nummer 4. Haben wir Est-ce qu'on a une possibilité d'influencer si les neutrinos volent à partir d'une masse ou réagissent avec la masse? Also, Non. das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit. non, c'est un processus de vraisemblance, donc on peut pas vraiment l'influencer, en fait, c'est probabiliste. On peut faire en sorte qu'il y ait plus de matériaux, qui fait que ça interagit un peu plus, mais en principe, non. Ouais, ça serait bien. Das scheint, als ob alle Fragen beantwortet werden. Toutes les questions sont répondues. Oh super, on peut aller à la maison. C'était ta première présentation devant autant de monde? Oui. Ouais. C'était ta dernière présentation devant autant de monde? Alors, si je suis pas à Shanghai l'année prochaine, je serai peut-être là aussi.